Gastech 2025, qui s'est tenu du 9 au 12 septembre à Milan, en Italie, a mis en avant les thématiques majeures de l'industrie énergétique, entre autres le gaz naturel, l'hydrogène, les technologies climatiques et l'intelligence artificielle. Cette conférence internationale a réuni plus de 50 000 professionnels et plus de 1000 exposants venus de 150 pays pour discuter des défis et des opportunités liées à la transition énergétique. La République du Congo était représentée par Bruno Jean-Richard Itoa, ministre des Hydrocarbures, qui a présenté les avancées du pays en matière de développement du pôle gazier lors du panel ministériel axé sur le thème « Stimuler la croissance et la prospérité des économies à fort potentiel grâce à une énergie abordable, fiable et flexible ». Les enjeux du secteur en Afrique augurent de bonnes perspectives pour l'industrie en raison de son potentiel. L'Afrique a le potentiel pour fournir la réponse à cette demande. En matière de pétrole, en matière de gaz, il y a de plus en plus de pays africains aujourd'hui qui sont producteurs de pétrole et de gaz. Ce que l'on constate aussi, c'est que l'Afrique a besoin de consommer de l'énergie. Encore, a besoin de consommer pour le bien-être des populations, mais a besoin de consommer l'énergie pour se développer. Il n'y a pas de développement sans énergie. Donc, en ce qui nous concerne, nous, la question ne se pose pas. Les incertitudes, nous avons besoin de produire davantage, d'abord pour l'Afrique, et ensuite, les excédents contribueront à régler les problèmes de demande globale. Les discussions ont porté sur les stratégies de décarbonisation, la gestion de l'intermittence des énergies renouvelables et la mise en œuvre de solutions d'intelligence artificielle pour optimiser la chaîne de valeur de l'énergie. Les participants ont également souligné l'importance de la coopération entre les producteurs et les consommateurs pour promouvoir le gaz naturel en tant que source d'énergie propre et stratégique. À en croire le ministre congolais des Hydrocarbures, cette conférence-exposition démontre l'engagement des décideurs sur ces questions cruciales. Ce que je vois à travers les conférences de ce genre, c'est que le monde est en train de bouger. Le monde est en train de changer. Beaucoup de paramètres y contribuent. Les prévisionnistes économistes les plus pertinents, les plus compétents disent que l'Afrique est la prochaine frontière. C'est l'endroit où bientôt on investira le plus. C'est l'endroit où se retrouveront les grands enjeux économiques mondiaux. Avec plus de 50 ans d'expérience, Gastech est une plateforme incontournable pour les professionnels de l'énergie, permettant de partager les connaissances et de créer de nouveaux partenariats industriels. La République du Congo pourrait tirer parti des opportunités offertes par ce salon pour développer son industrie énergétique. Le Congo, au milieu de l'Afrique, et l'Afrique en général, a un rôle important à jouer. Il doit faire entendre sa voix, doit jouer sa partition. Ça signifie qu'il faut qu'on s'organise mieux, qu'on ait plus de concertation, qu'on ait des stratégies globales, qu'on raisonne le continent beaucoup plus que pays. Peut-être qu'on peut commencer par raisonner sous-région, mais avec en perspective de raisonner continent, c'est notre seule chance de survie. À nous d'en prendre conscience, à nous de le dire fort, à nous d'être ensemble. Et je sais que notre pays, avec notre chef de l'État, est un grand panafricaniste. Gastech 2025 a permis de redéfinir l'avenir de l'énergie en mettant l'accent sur la nécessité de renforcer le rôle du gaz naturel pour garantir l'équilibre du marché de l'énergie. Il prend officiellement ses fonctions de préfet du département du Congo-Bangui. Abibijida Sobambi Oko a été intronisé le 12 septembre lors d'une cérémonie solennelle placée sous le patronage du ministre de la Défense nationale, Charles-Richard Mondiaux, en présence de 2 autres membres du gouvernement et de plusieurs élus du département. Il devient ainsi le tout premier préfet de ce département récemment créé au nord du pays. Les pouvoirs qui sont conférés. Investis et installés dans les fonctions de préfet du département Congo-Bangui. Nouveau département, nouveau défi. Abibijida Sobambi Oko a dévoilé sa feuille de route en plaçant la lutte contre les inondations au cœur de ses priorités. Nos défis prioritaires sont clairs. Installer et structurer l'administration préfectorale. Élaborer un plan de gestion durable pour les inondations.
valoriser notre potentiel halieutique, touristique et culturel, améliorer les conditions de vie à travers la santé, l'éducation et le transport fluvial sécurisé. Le département du Congo-Ubangi est jeune, mais il est porteur d'une grande promesse, devenir un carrefour fluvial, économique et humain, avec des cadres compétents, des populations hospitalières et le soutien des autorités nationales, nous réussirons. Le nouveau préfet s'est aussi engagé à mobiliser l'ensemble des forces vives du département Congo-Ubangi afin d'assurer une gestion concertée et efficace. Mais l'urgence sanitaire liée au choléra qui frappe déjà le département exigera des réponses rapides et concrètes. La présente intronisation se déroule dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la résurgence du choléra dans notre département. Cette épidémie, malheureusement, a déjà fait des victimes parmi nos concitoyens. Je voudrais inviter chacun, individuellement et collectivement, à respecter scrupuleusement les mesures barrières, à signaler immédiatement tout cas suspect et à faire preuve d'entraide envers les familles et les communautés affectées. Ensemble, nous pouvons surmonter cette épreuve dans l'unité et la responsabilité. En prenant officiellement ses fonctions, le préfet a reçu du ministre de la Défense un rappel ferme de ses missions, coordonner les services de l'administration, garantir l'ordre public, faire respecter les lois et surtout instaurer un climat de confiance entre l'exécutif et la population. Et comme les explorateurs en leur temps, vous êtes pour ce département un explorateur, un guide qui devra tenir la boussole pour impulser les préoccupations de la cité, de votre département, de vos districts. Le préfet est le représentant de l'État dans le département. Ici, l'État doit être vu sous l'angle de la puissance publique avec ses fonctions régaliennes dont le préfet est l'agent exécutif sur ce territoire départemental. Dans ce sens, vous êtes garant de la souveraineté de l'État, de la plénitude de son autorité et de la préservation de la paix, de la sécurité de votre ressort territorial. Dans ce département encore en quête de repères, Habib Jida Sobambi Oko sait que son intronisation n'est qu'un point de départ. Désormais, c'est à l'épreuve du terrain que s'écrira sa légitimité. La République du Congo, à travers le ministère de la Santé et de la Population, entend renforcer son dispositif de lutte contre l'épidémie de choléra en améliorant la coordination des interventions et en renforçant les capacités des professionnels de santé. Pour ce faire, les acteurs impliqués, les responsables et les délégués des centres de santé, ainsi que les professionnels des médias, participent à un atelier à Brazzaville afin d'actualiser leurs compétences techniques en matière de riposte contre cette épidémie qui sévit dans les départements de Brazzaville, Kenya-Lima et Congo-Ubangi. L'obligation d'une mobilisation immédiate et coordonnée, justifiant l'organisation de cet atelier axé sur l'actualisation des compétences de tous les intervenants à tous les niveaux de la pyramide sanitaire de notre pays, dans le but de renforcer la capacité des différents acteurs du système de santé en matière de coordination, de surveillance épidémiologique, de prévention et de contrôle de la maladie, de la gestion logistique, la communication communautaire, le laboratoire et de la prise en charge globale des malades. Durant 4 jours, ils seront formés sur les stratégies de riposte, entre autres la surveillance épidémiologique, la prise en charge clinique et le contrôle des infections, afin de donner une impulsion à cette lutte. L'atelier d'actualisation des compétences des intervenants dans la riposte à l'épidémie de choléra en République du Congo est soutenu par plusieurs partenaires du système sanitaire, notamment l'Organisation mondiale de la santé, qui met l'accent sur 3 aspects prioritaires pour une riposte efficace et efficiente. Premièrement,
Comment renforcer l'efficacité de la réponse immédiate? À travers l'amélioration de la qualité de la prise en charge, l'amélioration de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène, la préparation dans les localités à risque, ainsi que la surveillance, y compris dans les localités les plus reculées. 2. Comment consolider la résilience du système de santé en faisant de la lutte contre la présente épidémie du choléra une opportunité pour améliorer durablement les capacités techniques des acteurs du système sanitaire national ainsi que les capacités logistiques de nos formations sanitaires. 3. Comment mobiliser et fédérer toutes les énergies et tous les partenaires? Car la réussite de cette réponse dépendra de notre capacité à unir nos ressources, nos expertises et nos volontés. L'atelier se veut être pratique en raison des cas déjà enregistrés dans les localités ciblées. Les acteurs impliqués dans la chaîne de lutte ont été appelés à plus de dynamisme sur le terrain. Je peux vous dire, chers participants, que la robustesse de votre mobilisation dans la riposte contre cette épidémie de choléra est la colonne vertébrale de son éradication pour soulager les populations meurtries et apeurées par cette maladie évitable par les mesures d'hygiène individuelles et collectives. Nous devons en faire des acquis dans nos communautés. Il ne s'agit pas d'avoir peur de ceci. Nous devons capitaliser ce que nous avons appris il y a quelque temps avec la gestion du Covid. L'atelier qui débute ce 11 septembre est axé sur le thème de la redéfinition des activités opérationnelles et prioritaires pour une riposte efficace contre le choléra. Ville du cacao, capitale de la Songa, Ouesso a abrité du 26 au 31 août 2025 ses premières journées culturelles et sportives. Une initiative de la plateforme Soukouat DSN 2026, parrainée par Gisèle Thierry Magessa Ebomé, dont l'attachement à la jeunesse témoigne de son adhésion à la vision de Denis Sassou Nguesso, celle d'un Congo uni, rassemblé et tourné vers l'avenir. Ce concept a été passé comme consigne électorale en faveur du candidat Denis Sassou Nguesso depuis 2002 à Sembe, et les jeunes, les cadres qui portent aujourd'hui cette initiative ont voulu pérenniser et peut-être relancer cet appel au ralliement et au soutien au président Denis Sassou Nguesso et ont sollicité mon parrainage, ce qui naturellement ne devrait que recevoir un avis affirmatif de ma part. Engagement, cohésion et mobilisation autour de DSN. Voilà le thème de ces journées, ouvertes en grande pompe au stade municipal de Ouesso. Devant plus de 2000 spectateurs et compétiteurs, le président du comité d'organisation de ces journées a dévoilé le sens de cet événement, partant de la signification du concept Soukouat. L'idée de l'organisation de cette édition est née de l'initiative Soukouat DSN 2026 afin de mobiliser la jeunesse congolaise autour de l'action du président Denis Sassou Nguesso. L'initiative Soukouat, dont le nom tire son origine de la langue kwélé, signifie une foi, une trilogie que je peux présenter ainsi qu'il suit. Une foi suffit pour marquer l'histoire. Une fois suffit pour bâtir un avenir. Une fois suffit pour faire le bon choix. S'adressant à Gisèle Thierry Magessa Ebomé, le dirigeant sportif départemental a remercié le parrain de l'événement pour avoir accompli le rêve des filles et fils de la Songa. Comme un leader de la jeunesse attentionné et grand sportif, vous avez donné une suite favorable à notre doléance et au-delà même de nos attentes, car des jeunes
venus d'autres départements se sont joints à nous pour participer à cette grande messe sportive et culturelle. Soutenir les actions de Denis Sassou Nguesso, les journées culturelles et sportives Wesso 2025 ont réuni plus de 1500 athlètes venus de quasiment tous les départements du Congo. Et pour donner le coup d'envoi, Ghislain Thierry Magessa Ebomé était appuyé par Jean-Luc Moutou, le ministre qui apprécie à sa juste valeur cette entreprise, un bel exemple de cohésion nationale autour du nom du chef de l'État. Réunir autant de jeunes sur les valeurs de paix, de l'olympisme, de l'unité, et dans la perspective justement de voir venir le candidat Denis Sassou Nguesso pour 2026, parce que cette coupe lui est dédiée, il fallait cette initiative, il fallait le faire et nous l'avons fait. La jeunesse de Wesso est là, réunifiée, rassemblée, fougueuse, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'entrain. Que de mieux pour ces vacances aussi, puisque l'année scolaire s'est terminée et il fallait évidemment faire en sorte qu'on s'amuse et plaide aussi pour un devenir. Et le devenir, c'est avec DSN, avec Denis Sassou Nguesso pour 2026. De jour comme de nuit, Wesso a connu une ambiance sans pareille. Des tournois multidisciplinaires qui se sont joués à travers divers stades et terrains. Les premières journées culturelles et sportives, un rendez-vous à plusieurs leçons à tirer, tant sur le plan mobilisation que sur le côté résultat. Dans ce stade, c'est la grande jeunesse de Wesso qui est mobilisée. La deuxième leçon que nous tirons, c'est cette envie et ce besoin de brasser la jeunesse congolaise, credo d'ailleurs du président de la République qui, depuis son arrivée la première fois au pouvoir en 1979 jusqu'à ce jour, pose le développement du Congo sur un credo particulier, c'est la paix, la tranquillité des esprits et la concorde. Du football ongola, en passant par le handball, le judo, le karaté, le volleyball, le nzango et bien d'autres encore, c'est plus d'une dizaine de disciplines sportives qui étaient au rendez-vous. Ces jeux et ces sports ont tenu en haleine un public chaleureux, parmi lequel des parlementaires venus soutenir chacun son équipe. Badingo est dans la Sangha pour soutenir toute initiative liée à Denis Sassou Nguesso. Et les enfants que vous voyez derrière moi en sont conscients. Et donc, nous allons nous concentrer avec tous les parents qui sont de Samadingo. Nous allons constituer une même cause pour la victoire, non seulement de la compétition, mais de Denis Sassou Nguesso aux élections présidentielles. Après 5 jours de lutte, la partie sportive de ces journées rendait son verdict. Si tous les trophées des sports de combat sont restés dans la Sangha, seul détenteur des compétiteurs, la Coupe du football, quant à elle, a été remportée par une belle formation de Oyo, tombeur de l'équipe de Wesso 2, par 2-1. J'ai mes petits entraîneurs qui sont avec moi. Je les ai fait la confiance, c'est moi le sélectionneur de Oyo, mais je les ai fait confiance de faire la sélection, de les laisser travailler. Moi, je pense que pour la victoire d'aujourd'hui, les enfants ont mérité. Et puis surtout, on joue 3 matchs en 24 heures, c'est pas facile. Les enfants sont paumés, les enfants sont fatigués. Donc vraiment, je suis ravi aujourd'hui. Monsieur le maire de la ville m'a porté confiance et puis on a gagné, c'est tout. Au volleyball, Mamélik de Brazzaville écrasait l'AS Gendarmerie de Wesso 3-7-0 en finale pour s'adjuger de la première place. Mamélik a été supérieur en nous et à nous, c'est ce qui a fait qu'elle remporte la finale cet après-midi. On a été très contents parce que ça nous a permis d'affronter une équipe de qualité qui a fait son jeu, qui a plu à tout le monde et tout le monde a vu que Mamélik avait la touche. Il y a eu les sports. Il y a eu également des conférences scientifiques pour parler par exemple des acquis de la municipalisation accélérée de la Sangha. Il y a eu aussi des soirées culturelles au cours desquelles des talents artistiques départementaux se sont exprimés. Poursuivre avec Denis Sassou Nguesso dont la vision sportive est clairement affichée à travers de ce complexe construit à l'occasion de la municipalisation accélérée de la Sangha. La jeunesse concentrée à Wesso a exprimé son souhait de voir le chef de l'État rempilé pour un éventuel nouveau mandat. Nous participons aux premières journées sportives et culturelles de l'initiative Sokwa DSN
2026. Lançons un vibrant appel à son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso à faire acte de candidature à la présidentielle de mars 2026. Tout est bien qui finit bien. Les premières journées culturelles et sportives Wesso 2025 ont marqué des esprits. Le rendez-vous est pris pour 2026. Espérons retrouver plus d'émotions, de sensations, de sourires et plus de joie. Dans les marchés, le constat est quasiment unanime. Certains parents en République du Congo ont pour habitude d'occuper leurs enfants pendant les vacances par des petits commerces, question de préparer eux-mêmes leur prochaine rentrée scolaire. Un phénomène devenu récurrent à telle enseigne que les enfants sont devenus épris des chantiers vacances. Seulement, la loi portant protection de l'enfant en République du Congo reste intransigeante face à de tels actes. Clairement, quand on parle de chantier vacances, il faut qu'on comprenne que les chantiers vacances doivent avoir pour but principal la formation ou l'éducation de l'enfant. Même dans les chantiers vacances, les enfants ne doivent pas travailler pour s'auto-prendre en charge puisque la loi 4 que je viens de vous citer dit clairement qu'il s'agit de la responsabilité des parents de s'occuper des enfants, de subvenir à leurs besoins. Vous savez, c'est ce qui ressort de l'article 110 de la loi 4. Alors les chantiers vacances, c'est bien. Si les parents ont une boutique, un kiosque, ont besoin que leur enfant vienne avec eux au travail pendant la période des vacances, ça peut être très très intéressant, mais seulement dans un but d'éducation. On comprend bien que très vite l'enfant ne doit pas travailler pour pouvoir avoir de l'argent et s'occuper de lui-même. Dans cette loi, tout travail de l'enfant de moins de 16 ans est interdit. Dans son article 68, cette loi dit ceci. Sont interdits l'emploi précoce, les pires formes de travail et toute autre activité domestique mettant en péril la santé physique ou mentale de l'enfant. L'article est intéressant parce qu'il nous donne une définition de ce que c'est l'emploi précoce. Le fait d'impliquer les enfants de moins de 16 ans dans le travail au sein d'une sphère familiale, dans le secteur formel ou informel. Alors vous allez noter qu'on a parlé de 16 ans. 16 ans fait référence à l'article 116 du Code du travail. C'est le deuxième texte intéressant qui vient pour parler des droits des enfants, notamment en ce qui concerne le travail. L'article 116 dit « Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de 16 ans. » Je peux m'arrêter par là. C'est pour dire clairement que le travail des enfants est interdit. La loi est claire, l'enfant peut devenir ce qu'on appelle un apprenti, c'est-à-dire qu'il va travailler sous le contrôle, sous la direction d'un maître qui sera en réalité chargé de pouvoir lui apprendre le travail, de le guider, et il ne pourra être reconnu comme travailleur seulement à sa majorité. Des sanctions sont également envisageables. L'article 122 de la même loi, la loi Potignan, vient pour envisager des sanctions contre le travail des enfants. Donc vous voyez qu'il s'agisse des parents, comme on vient de le voir, qu'il s'agisse de personnes dans les entreprises qui embauchent des enfants. L'article 122 dit que ces personnes-là peuvent être punies de 3 mois à 1 an d'emprisonnement ou d'une amende qui va de 50 000 à 500 000 francs CFA. Nul n'est au-dessus de la loi, aux parents d'en prendre garde. Il a été reconduit avec brio à la tête du conseil départemental de l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo Pointe-Noire. Apollinaire Batiti Sambou a été élu à l'unanimité par les 102 membres du conseil à la faveur des assises de leur session extraordinaire sous l'autorité du secrétaire général du département en présence du président du bureau coordonnateur national de la PEC. Avec son bureau et les autres conseillers, la mission leur est assignée de redresser et contribuer à la refondation du système éducatif congolais. Le chantier est grand. Nous nous engageons en tant que soldats de l'école congolaise. Alors, en avant, prêt, comme qui dirait des sportifs, et partez pour redresser,
pour contribuer à la refondation de notre système éducatif qui a bien placé les jalons lors des assises des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche. Apollinaire Batiti Sambou et son équipe vont également œuvrer au bon fonctionnement des structures de base intermédiaires, tâche qu'ils entendent assumer sans flétrissure. C'est une marque de confiance que les conseillers ont encore mis sur ma modeste personne afin de pouvoir continuer l'œuvre que nous avions entamée ensemble. Et c'est pourquoi la responsabilité qui m'incombe, c'est de mener à bien toutes les recommandations qui ont été dictées pendant ce conseil départemental en ce qui concerne, n'est-ce pas, le fonctionnement de nos structures de base et intermédiaires. Dans son allocution de circonstance, Sylvestre Lempoix, secrétaire général du département de Pointe-Noire, a rassuré l'ensemble des conseillers de la PEC de la ferme volonté des autorités départementales et municipales de Pointe-Noire de les accompagner dans leur mission de partenaire idéal du gouvernement dans le cadre de l'éducation. Nous savons compter sur le sens élevé du patriotisme qui anime tous les conseillers ici réunis. Et nous savons que vous pouvez toujours compter sur le soutien et l'accompagnement des autorités départementales et particulièrement de monsieur le préfet du département de Pointe-Noire qui est là pour vous accompagner, pour vous soutenir dans toutes vos initiatives allant dans le sens de l'amélioration de l'apprentissage de nos enfants, de l'apprentissage de nos élèves et étudiants que vous soutenez bien entendu. Notons qu'une motion spéciale de remerciement au président de la République, chef de l'État, premier parent d'élèves et d'étudiants, pour son implication dans la bonne tenue de l'école congolaise, a sanctionné les travaux. Considérons le haut intérêt qu'accorde le chef de l'État congolais au domaine sacré de l'éducation. Considérons l'accord cadre signé entre le gouvernement de la République du Congo et l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo, APEC, le 29 décembre 2018. Adresse à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, premier parent d'élèves et d'étudiants du Congo, leur vif remerciement et leur très haute et déférente gratitude. En République du Congo, les marchés comme celui de la ville côtière de Pointe-Noire sont souvent remplis d'étals qui vendent du poisson fumé à environ 4 $ le kilo. Le fumage de ces poissons nécessite beaucoup de bois. La forte demande en combustible a contribué au déclin des mangroves côtières de la ville et à mesure que les réserves de mangroves s'épuisent, les bûcherons se tourneraient vers l'intérieur du pays, vers la forêt tropicale, selon la Resoil Foundation, une organisation environnementale. Tu peux faire des heures par rapport au fumage du poisson s'il y a trop de graisse, quoi. Mais s'il n'y a pas assez de graisse, tu peux fumer ça très rapide et avec du bois. Le bois, c'est avec quantité. Ça dépend de la façon dont ils ont chargé le poisson. Si le poisson est un peu, ça ne prend pas assez de bois. Mais si c'est un peu beaucoup chargé, ça prend beaucoup de bois. La population de Pointe-Noire a presque doublé au cours des 11 dernières années et les fumeurs de poissons comme Lauriane affirment qu'il faut beaucoup plus de bois pour répondre à la demande croissante de poissons. Les mêmes marchés vendent également du charbon de bois et du bois de chauffage, ce qui entraîne la coupe d'un nombre encore plus important d'arbres. Fabrice Kifani, bûcheron indépendant, dit vendre du bois à une communauté béninoise de Pointe-Noire spécialisée dans le fumage du poisson. Kifani coupe des arbres sans autorisation. Le bois de mer, c'est le bois qu'on coupe à 30 cm comme ça là, 30 cm. Nous vendons ça souvent chez les Dahomey pour fumer les makwala. Maintenant, il y a le bois de chauffe. Pour le warala, feu de brochette, ça c'est le bois de chauffe. C'est 1 mètre de long. Des innovateurs ont proposé des solutions alternatives telles que des fours à gaz plus efficaces pour réduire le temps de fumage et la dépendance au bois de chauffage. Lauriane, fumeuse de poisson qui souffre de problèmes de santé dus au fumage du poisson, se dit prête à changer. Donc si cette machine peut nous bien permettre de faire ça dans quelques heures, mais dans quelques minutes, c'est bon, ça peut bien avantager les femmes. Les responsables du service de protection de la faune et de la flore
affirme ne pas avoir étudié en profondeur l'impact du fumage du poisson sur l'environnement. Mais en 2007, une étude de la Banque mondiale a révélé que chaque habitant de la République du Congo utilisait environ 1 mètre cube de bois par an pour une consommation totale de 100 millions de mètres cubes à l'échelle nationale. L'Association de défense des droits des consommateurs au Congo a également alerté sur l'exploitation forestière informelle et son impact sur l'environnement. Mais malgré ces avertissements, le bois énergie reste la référence pour 86,7% de la population du district du Kouilou, qui comprend Pointe-Noire. Selon les données du district, rien qu'en 2021, les populations ont brûlé plus de 13 000 tonnes de bois de chauffage et près de 9 000 tonnes de charbon de bois. Aleph Aeronautics travaille depuis plus de 3 ans sur son prototype de voiture volante électrique. La start-up fait la une des médias depuis un vol d'essai le long de la côte californienne lorsque son modèle Zero Ultralight a décollé, volé 40 secondes, plané au-dessus d'un 4x4, puis a atterri et continué de rouler brièvement. Aleph a imposé des restrictions médiatiques strictes. Le fondateur et PDG de l'entreprise, Jim Duchovny, a expliqué que ces restrictions visent à protéger une technologie exclusive. En exprimant une structure comme nous le faisons avec la fibre de carbone et plusieurs autres technologies, nous devons aller dans 2 directions. La rendre plus légère car chaque kilo compte et en même temps la rendre plus solide pour l'intégrité structurelle et la sécurité. Ainsi, chaque jour, nous augmentons la sécurité tout en essayant de la rendre plus légère. Les experts attendent des données plus concrètes sur la sécurité, les performances et l'approbation réglementaire du véhicule avant qu'il ne soit visible sur les routes ou dans les airs. Tim Jackson, auteur de Dude, Where's My Flying Car, pense que ce prototype est une avancée majeure dans la course à la création d'une voiture capable de voler et de rouler alternativement. Je considère cela comme une avancée. Je pense que c'est une technologie révolutionnaire. Aleph et Jim Duchovny contribuent à réaliser le rêve que beaucoup d'entre nous ont eu depuis que les Jetsons étaient sur ABC au début des années 1960. Nous voulons tous pouvoir voler au-dessus du trafic et arriver à destination plus rapidement. L'expert en aéronautique Henry Hartevelt est plus sceptique. Il s'interroge sur le manque de transparence de la démonstration qui ne permet pas de voir le pilote entrer ou sortir du véhicule. Selon lui, cela soulève plusieurs questions auxquelles il faut répondre, sans parler des questions de réglementation. À quelle hauteur seront-ils autorisés à voler? L'administration de l'aviation fédérale sera-t-elle impliquée dans la gestion de ces voitures volantes? Seront-elles considérées comme des avions ou non? Une chose qui m'intrigue aussi, c'est le bruit. La démonstration d'Aleph que j'ai vue fait penser à une tondeuse à gazon, vraiment agaçante. Et si vous imaginez des dizaines, voire des centaines ou des milliers de ces voitures volantes, il n'y aura jamais de paix sur Terre. Aleph espère lancer la production du véhicule électrique l'année prochaine pour un prix d'environ $300 000. Duchovny affirme qu'il y a déjà plus de 3000 précommandes. Plusieurs entreprises développent des taxis aériens et des prototypes de voitures aériennes. Faut-il donc s'attendre à les voir passer furtivement au-dessus de nos têtes? Comme dans toute innovation technologique, seul l'avenir nous le dira. À cause du braconnage, Najin et sa fille Fatou sont les 2 derniers rhinocéros blancs du Nord encore en vie. La sous-espèce est déclarée techniquement éteinte après le décès de son dernier mâle, Soudan, en 2018. Une récente percée scientifique pourrait permettre de créer un embryon de rhinocéros blanc du Nord en 2025 et sauver la race. Le 20 décembre 2009, nous avons reçu 4 rhinocéros blancs du Nord, 2 mâles et 2 femelles. Les 2 mâles étaient Souni et Soudan et les 2 femelles étaient Najin et Fatou. Et j'ai vraiment pris soin des 4 et j'étais avec Soudan jusqu'à la dernière minute où il est mort le 19 mars 2018. Et ce fut vraiment un jour si triste pour moi de perdre le dernier mâle rhinocéros blanc du Nord et cela a vraiment secoué le monde entier. Ni Najin, ni Fatou, respectivement fille et petite-fille de Soudan, ne peuvent mener de grossesse à terme en raison de problèmes utériens. Mais Fatou produit encore des ovules viables.
collectés par des scientifiques qui pourraient être ensemencés lors d'une fécondation in vitro. La raison pour laquelle les deux femelles ne peuvent pas avoir de bébé est que Nadjing a déjà atteint la ménopause. Elle a 35 ans et deuxièmement, si nous devions l'utiliser, elle ne peut pas supporter la grossesse car sa patte arrière est en quelque sorte déformée. Fatou a été accouplée 2 fois avec l'un des mâles, Souni, et nous attendions à ce que Fatou mette bas, mais rien ne s'est produit et elle a ensuite été examinée et on a découvert qu'elle avait un problème de l'utérus. Les œufs sont envoyés en Europe où dans un laboratoire, ils sont fécondés avec le sperme de différents mâles décédés. Même si nous parvenions cette année à implanter un embryon de rhinocéros blanc du Nord pur, nous devrions attendre 1 an et demi, soit environ 18 mois, ce qui correspond à la période de gestation normale ou le temps écoulé entre la conception et la naissance du petit. C'est donc vraiment long, il faudrait encore plus d'1 an. L'idée est d'utiliser comme mère porteuse une femelle rhinocéros blanc du Sud, une espèce proche. Mais il existe d'autres pistes. Au Japon, des chercheurs tentent d'augmenter radicalement le nombre d'embryons, mais aussi la diversité génétique pour les futures FIV en créant des gamètes mâles et femelles. Parallèlement, l'université d'Oxford tente d'utiliser des tissus ovariens de femelles rhinocéros décédées pour créer de nouveaux ovules. Même après la disparition de Najin, 35 ans, et de Fatou, 24 ans, les scientifiques pourraient alors exploiter les œufs immatures dans leurs ovaires. Il n'y a pas de données sur lesquelles se baser en termes de taux de réussite du processus de FIV pour la reproduction des rhinocéros, car, comme je l'ai dit, c'est une première et chaque processus et procédure effectuée avec les rhinocéros est une première. Nous ne pouvons donc pas dire pour le moment quel sera le taux de réussite. Personne ne sait quelles sont exactement les chances qu'une tentative de FIV débouche sur une grossesse. Les sceptiques, tels que la directrice de l'ONG Save the Rhino International, affirment que la diversité génétique serait trop basse pour faire revivre la sous-espèce. Pour Zakaria Moutaï, les humains sont les responsables de leur extinction, donc ils doivent contribuer à leur résurrection.